problème de notre société, c'est le manque d'empathie. Il y en a marre, le peuple en a marre de tout, du pass, de la vie trop chère. Il nous a dit interdit de venir sur les champs. Non mais attends, interdit. Ça ne sert que de prétexte à un contrôle social. Tout est fait pour enrichir les plus gros, tout. Donc oui, on n'a pas confiance. Moi, je veux pas bosser pour ces gens-là, il n'est pas question. Mais je suis pas d'extrême droite, je suis un patriote. Les salaires, ça par contre, on n'en parle pas. Si, je vais voter, mais je sais pas pour qui encore. Macron d'ailleurs doit être jugé. Il a créé un désordre public immense. Pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. C'est vous qui... Ah bon? Je délire de quoi? Dans tous les sens. On s'en est pas mal sorti quand même. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de J1022 où une fois encore je vous emmène en dehors des studios pour prendre l'air. Comme dans l'épisode précédent où nous avions questionné le sens des meetings politiques physiques à l'heure du tout numérique, vidéo que vous pouvez encore visionner ou revisionner en cliquant sur le i ici. Aujourd'hui nous retournons dans la rue pour aller à la rencontre de celles et ceux qui feront l'élection présidentielle de 2022, à savoir les électeurs et les électrices. À moins de 2 mois du premier tour, énormément de Françaises et de Français confient ne pas avoir arrêté leur choix. Pour qui voter et même tout court, pourquoi voter? Néanmoins, dans le brouhaha politico-médiatique ambiant, il y a une constante qui domine et qui rassemble toujours plus de monde. Chaque samedi, depuis des dizaines de semaines, des foules de personnes se réunissent pour manifester leur rejet des mesures anti-Covid jugées liberticides et par extension, leur rejet du gouvernement Macron et des élites. Des foules composées de personnes qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui se politisent ensemble. La question est alors toute simple. Comment ces nombreux électeurs potentiels vont-ils peser dans le prochain scrutin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en allant à la rencontre pour tenter de comprendre leur motivation. C'est parti! Ce samedi 12 février 2022, plusieurs manifestations sont organisées simultanément dans Paris. Je décide d'aller en visiter 3, en commençant par celle des Gilets jaunes rassemblés sans leader sur la place d'Italie dans le sud de la ville. Ils sont rejoints par des provinciaux venus via les convois de la liberté. Un service d'ordre Gilets jaunes s'assure que la circulation routière ne soit pas entravée. L'ambiance est bon enfant, les gens discutent au soleil en attendant le départ de la marche sur un parcours déclaré jusqu'à Nation. Parce que je savais que ça allait être une journée vraiment mémorable. Et de toute façon, je viens tous les samedis. Je viens tous les samedis dans Léon. Et là, avec les Gilets jaunes, je n'ai jamais arrêté depuis 3 ans. Bien sûr, toujours là. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. En fait, il sait pas que... En fait, il n'a pas compris que les gens qui n'ont rien à perdre, ils ont peur de rien. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'on perde de plus que ce qu'on a déjà tout perdu, quoi. On n'a déjà rien. Toi, tu considères que tu n'as plus rien? Moi, j'y arrive, j'ai 2 boulots. Et pourquoi aujourd'hui c'était obligé plus que les autres? Parce qu'aujourd'hui on sait que c'est quand même historique. Quand on voit tous ces gens qui viennent du sud de la France, parce que nous on a accueilli à Orléans tous les gens du sud-ouest, de Bordeaux, de Toulouse, Perpignan et tout ça. Donc on leur a fait un chaleureux accueil, feu d'artifice et tout, c'était vraiment très très beau. Il y avait certainement un millier de voitures. J'arrive, si je devais penser à ma gueule, je m'en sors, je taffe comme une malade toute l'année, toutes les semaines, tous les mois, comme un peu tout le monde. Mais on n'y arrive pas, mais après, le problème de notre société, c'est le manque d'empathie. On a un gros manque d'empathie. En fait, ça n'a rien à voir, la plupart des gilets jaunes s'en sortent. Beaucoup ne s'en sortent pas, mais de toute façon, il y a un truc qui est injuste. Ils sont censés nous servir. Ils se servent. En fait, ils ont rien compris depuis des décennies. Je ne parle pas que de Macron. Ils se servent, ils sont là pour se servir. À quel moment ça va s'arrêter? Vous dites que vous soutenez le convoi de la liberté. Pour vous, c'est quoi les valeurs du convoi de la liberté? C'est retrouver notre liberté. Et on ne devrait même pas se battre pour la liberté, parce que c'est un don de Dieu. Normalement, c'est inné. On est là pour 2 raisons. Notre liberté et le pouvoir d'achat. En vrai, oui, c'est comme une suite logique. C'est le petit plus des gilets jaunes. C'est pas les gilets jaunes, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être gilet jaune ou quoi que ce soit. C'est une colère citoyenne, c'est tout, point barre. Après, chacun s'identifie comme il veut. Moi, je m'identifie en étant gilet jaune. Peu importe, je m'en fiche. Moi, c'est le résultat qui compte, qui prime, avant tout. Donc, j'espère qu'il y aura au moins un petit... qui se réveille un petit peu, mais bon, non, j'y crois pas. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes...
Moi, je suis à la retraite, mais je fais toujours un petit travail. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que financièrement, c'est difficile. Et bien voilà, quand on a des petits-enfants, des enfants, et bien quand on vient tous les jours sur Paris, tous les samedis, toutes les semaines, il y a un coût quand même. Hein. Et dernière question, tu es toujours là le bras tendu avec ton l'objet du délit, l'objet du crime de la dernière fois. Pourquoi tu tends encore la joue? Pourquoi Je tends la joue? Parce que c'est tellement ridicule leur accusation. C'est comme si je leur donnais raison si je ne continue pas. Non, ils n'ont pas raison. Les gens interprètent mon parapluie comme ils veulent. Moi, pour moi, c'est une protection, c'est un anti-misère, c'est un paramisère, c'est tout. C'est me protéger pour donner un peu de lueur dans toute cette grisaille. Mais bon, c'est tellement important que je sois là, parce que là, moi, je suis vraiment pour l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, vraiment pour un monde meilleur. On sait ce qui nous attend. Ça va être formidable ce qui nous attend. Maintenant, s'ils veulent l'interpréter, ils sont tellement ridicules qu'ils m'ont même demandé pourquoi j'avais une épingle à nourrice. Ça veut dire que je vais arrêter de porter des épingles à nourrice? Eh ben non. Eh ben non. C'est tellement ridicule. En vrai, c'est une BD. C'est une BD. On en rigolera dans quelques années, mais pour l'instant, non, je leur donnerai jamais raison. Quand bien même, ils vont m'enfermer encore une fois pour ça. C'est non. Résistance. Mais bon, ça va être difficile, parce que les gens, depuis des millénaires, on leur a tellement dit des choses, voilà, qui croient, il leur faut l'autorité. Ça va être difficile pour eux de changer leurs habitudes et tout. Mais s'ils savaient, ça vaut le coup de se sacrifier quelques mois, et après, on va trouver quelque chose de très beau. Franchement, ça vaut le coup de se battre. Alors, mon prénom c'est Dioui et le collectif c'est Negmaron Doubout. On converge avec les Gilets jaunes et le peuple antillais. Depuis quelques mois, ils sont dans la rue contre le pass vaccinal. Dans un premier temps, mais avec toutes les autres problématiques qui sont depuis tout le temps là-bas. Chlordécone, c'est le poison qu'ils ont mis il y a quelques années avec tout ce qu'ils savaient, les répercussions, la toxicité que c'était. Et aujourd'hui, on sait aussi que le vaccin, ce qu'on appelle vaccin, en fait, leur traitement, on n'en veut pas de cette merde parce qu'ils ont tout fait pour que les gens, ils aient pas la possibilité de se soigner autrement. Moi, je trouve que c'est un coup monté et par rapport au recul et l'expérience qu'on a, c'est un poison, c'est quelque chose qui va y avoir des conséquences plus tard. Alors pour nous, on n'en veut pas, mais encore moins pour nos enfants. Donc oui, on n'a pas confiance. Il a fallu 5 jours pour envoyer de l'oxygène dans les hôpitaux, dans les dom-toms, en Martinique et en Guadeloupe, au plus fort de la crise sanitaire. Mais il a fallu juste 48 heures. En 48 heures, on a eu la présence du GIGN et du RAID. Pourquoi ? Parce que simplement, ils ne sont pas venus pour protéger la population locale, mais simplement les intérêts des béquets. Les intérêts stratégiques de la France et des descendants des béquets. Ils n'étaient pas sur place pour ça. Et ce que nous dénonçons, c'est que, par exemple, vous allez en Guadeloupe, vous êtes dans un hôtel, vous avez accès à l'eau potable. Mais par contre, vous êtes chez l'habitant, eh bien, vous n'avez pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez combien ça coûte en termes de budget d'eau pour un Guadeloupéen? Il serait temps que les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, soient considérés comme des départements à part entière et non pas des départements à part. Aujourd'hui, on a un peuple qui sait ce qu'il veut. Les gens en Guadeloupe, en Martinique, sont des adultes. On n'est pas des enfants. On n'attend pas qu'on nous dise « oui, il faut vous piquer, etc. » Si vous ne vous faites pas piquer, vous allez voir ci, vous allez voir ça. Non, il faut respecter la dignité des gens. Alors que tout est calme, la police vient d'envoyer plusieurs grenades lacrymogènes aux abords de la foule pacifiste qui discutait au soleil. Malgré l'organisation, la police tire des grenades lacrymogènes aux abords de la foule pacifique. Et qui le restera ? Certains, plus loin, tentent de déroger au parcours déclaré, mais sont vite découragés à coups de gaz. Il est 14h, la foule s'élance en direction de Bercy, puis Nation. Il y a tout. Il y en a marre, le peuple en a marre de tout, du pass, de la vie trop chère. L'essence, on n'en parle même pas. Il y a 3 ans, on était dans la rue pour ça. Là, il n'y a personne qui se soulève. On va où? Ils vont nous pomper tout notre fric. Il faut qu'ils nous le rendent. Il y en a marre. C'est bon, stop. Ils piquent tous dans la caisse et ils se chamaillent devant la caméra et tout, mais ils bouffent tous ensemble, ils baissent tous ensemble, ils partent tous en vacances ensemble, alors que nous, on crève avec notre RSA, toi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mouvement parce qu'ils se disent que ça doit passer par les urnes, et les urnes, c'est au mois d'avril, on pourra choisir le changement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes ?
Oui, il faut passer par les urnes, mais il faut qu'ils nous mettent des élus pour qui on va voter là. Il n'y a personne, ils ont tous des casseroles au cul. Est-ce que c'est normal qu'en politique, on ait des casseroles au cul, alors que nous, en pauvres citoyens, dans notre pauvre petit métier, on nous demande un casier vierge? C'est inadmissible. Moi, je dois avoir un casier vierge pour mon travail. Qui est? Assistante maternelle. Je suis toute seule, avec 2 enfants, on me demande un casier vierge pour mon travail. Eux, ils dirigent le pays et ils ont des casseroles au cul, on va où? Moi, je suis handicapé, j'aurais touché 965 balles. On me donne 703, j'ai le droit, j'ai une rente pour l'oreille, je suis handicapé à moins 63%. On me pique 193 €, on me retient mes APL, on me retient le RSA. On me dit, ouais mais vous avez une période difficile, on vous a donné le RSA, maintenant on retient le RSA. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Vous me retenez de l'argent? Moi ça fait 45 ans que je suis dans les travaux publics, je suis conducteur de travaux principal, et moi je veux pas bosser pour ces gens-là, il n'est pas question. Mais là du coup pour la présidentielle, personne, tout le monde se vaut, de Anas Kazib jusqu'à Marine Le Pen, c'est pareil? Il n'y en a pas un qui n'a pas de casserole au cul. Ah, si, Anas Kazib n'a pas de casserole au cul, par exemple. Les petits candidats d'extrême gauche sont les pas pareils. petits, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont donner les petits? Ils vont rien donner. Donc finalement en avril tu votes pas? Si, je vais voter, mais je sais pas pour qui encore. Ça serait bien que le vote blanc soit reconnu, quoi. Est-ce que c'est la première fois que vous venez manifester à Paris? Non, c'est la 2e fois que je manifeste à Paris. Et j'ai fait quasiment toutes les manifestations de Rennes. Qu'est-ce qui vous motive à venir à Paris aujourd'hui? Eh bien, notre liberté, hein, on vient la chercher. Hein. On n'a pas réussi à l'obtenir depuis 30 semaines consécutives de manifestations anti-pass. Là, on vient tous la chercher. Hein. Ils ont voulu nous diviser. Je crois qu'ils ont juste réussi à nous réunir. Hein. Je suis quasiment le seul à m'être systématiquement pris des amendes pour non-port du masque au motif que j'avais simplement un mégaphone. Vous êtes venu avec un convoi aujourd'hui ou solo? Oui, le convoi de Toulouse. D'accord. Voilà, c'était le trajet vert Toulouse-Paris. Et ça a été formidable, hein, même sur la route. Que des encouragements, mais vraiment, c'était sublime. Hein. Et je pense aussi que ça participe de l'un des seuls moyens potentiellement efficaces, en tout cas pour mettre fin à cette mascarade, à ceci près qu'il aurait fallu le faire dès le départ. Que de l'amour. On cherche à... Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Mais ça pourrait paraître flou, excusez-moi, pour beaucoup de personnes. Liberté, ça veut dire quoi en fait? En gros, on ne sait pas trop, vous comprenez? Votre revendication politique concrète? Le pass sanitaire, le pass vaccinal, hein. Là on va vers un génocide. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Quand vous dites mascarade, quelle est votre revendication principale en vérité pour qu'on comprenne bien? La fin de ce délire, parce que c'est une véritable imposture depuis le départ. Et on se sert d'un motif prétendu sanitaire, d'une prétendue apocalypse sanitaire qui est vraiment vendue comme telle, alors que ça ne trouve aucun écho dans la réalité factuelle. Peut-être dernière question, est-ce que pour vous, le Covid existe ou pas? Bien sûr qu'il a existé, parce qu'il a été fait pour attaquer l'homme. Hein. Il a été manipulé aux États-Unis avant de repartir à Wuhan et enfin être libéré pour qu'on soit tous contaminés. Donc c'est vrai, il était puissant. L'Italie, ils ont pris cher hein, au début. Mais voilà. Il y aurait une volonté derrière tout ça? Oui. Pour vous, il n'y a pas de problème sanitaire? Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Ça veut dire qu'on exagère grandement la gravité de ce virus. Les chiffres, quels qu'ils soient, l'attestent. Et ça ne sert que de prétexte à un contrôle social total, tel que prévu et programmé par Klaus Schwab et sa bande de copains du Forum économique mondial. C'est leur plan, hein. C'est les Illuminati, c'est leur plan. Hein. Voilà, ils ont estimé en 1970 que face à toute la démographie, toute la croissance qu'on allait vivre, ils savaient très bien qu'en 2050, la Terre ne serait plus vivable pour l'homme. Hein. Si les gens ne se posent, semble-t-il, pas la question de savoir ce qu'il en est de l'usage qui peut être fait d'un QR code sur une carte d'électeur, par exemple. Qu'il n'y a pas encore. Non, mais bon, c'est couru d'avance, quoi. Donc il faut vraiment éliminer du monde. Ça marche pas très bien, mais c'est parce que les morts, il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en a pas suffisamment. Et la Terre est capable de supporter 18 milliards d'habitants. Il suffit juste d'être plus conscient de l'écologie et surtout de la pollution, éviter les circuits longs. Voilà, quand je vois qu'il y a des briques de lait qui partent en Chine, de France, voilà, on n'a qu'à leur envoyer des vaches une bonne fois pour toutes et ils font leur lait, quoi. Hein, voilà.
Donc là, vous dénoncez quelque part un capitalisme, un libéralisme qui n'est pas bon. Mais complètement. Mais tout est fait pour enrichir les plus gros. Tout est fait pour et nous, à la fin du mois, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien. Au même moment, mais dans les beaux quartiers du centre de Paris, à quelques kilomètres de là, un autre cortège commence son parcours depuis le Palais Royal. Lui aussi anti-pass et pro-liberté, à la différence près qu'il est organisé par un parti politique étiqueté à l'extrême droite, celui de Florian Philippot, ancien très proche de Marine Le Pen. Je t'ai croisé tout à l'heure à la manif un peu plus électrique des Gilets jaunes. Et là, je te recroise dans le métro quand je viens ici. Tu as fait le choix de changer de manifestation. Est-ce que c'est la première fois que tu viens dans la manif organisée par Florent Philippot ? Non, c'est pas la première fois. Non. C'est une manif où je viens depuis plusieurs moments parce que j'ai fait pendant longtemps celle des Gilets jaunes et que j'ai vu la tension monter de plus en plus, entre autres côté policier, et que j'ai un certain âge et que ce que j'ai vu d'ailleurs l'année dernière en avril à la manif des Gilets jaunes, contre les mesures du gouvernement, c'était le début des braves et tout ça, et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de l'époque où moi j'étais dans les manifs étudiantes et tout ça, et où on avait les voltigeurs de Pasqua à l'époque, et j'ai plus l'âge que j'avais à l'époque, j'ai un fils, j'ai eu des problèmes de santé et tout, et je peux pas me permettre de me retrouver dans des manifs qui peuvent dégénérer. J'ai fait d'ailleurs jour de colère à l'époque, et j'ai juste eu le temps de partir avant qu'ils nous nassent. Donc voilà, je veux pas vivre ces choses-là à l'âge que j'ai, et voilà. Pourtant, tu y étais tout à l'heure à l'autre manifestation, mais tu viens... Je la traversais, en fait. Mais non, quand j'ai vu comment ils étaient encerclés et tout, j'ai préféré retourner à une manif qui est réputée plus calme. Voilà. Quels sont tes points de convergence ou de divergence avec l'organisateur ? Puisque c'est important, il y a un parti politique derrière, alors que c'est pas le cas les autres manifestations dans Paris. Alors, pour moi, déjà, c'est quand même le seul parti politique qui a fait en sorte d'organiser quelque chose où les gens sont dans la rue. Et je pense qu'il y a des gens qui, sont venus bien sûr par rapport aux effets piqûres, première dose, deuxième dose, troisième dose. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui viennent dans cette manif-là parce que justement, ils savent quelque part qu'ils un peu comme moi, quoi, en fait, qu'ils craignent beaucoup moins. Mais que d'un autre côté, par contre, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue et que les médias mainstream qui nous propagent toute la journée le discours de Macron, petit à petit, s'ils viennent franchement filmer, ils verront bien qu'il n'y a pas 3-4 personnes dans la rue. Et peut-être même pas que 3-4 000, peut-être encore plus. Donc quelque part, même si certains disent que c'est peut-être une opposition contrôlée, faut dire les choses comme elles sont, c'est ce que pensent certains, au moins ça montre quand même qu'il y a une contestation des gens. Et puis après, pour ce qui est des idées de Philippot et tout ça, moi je ne sais pas, mais ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure des manifs, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'origines différentes. Alors pourquoi cette manifestation n'est pas une des 5 autres dans Paris ? Parce que je suis totalement derrière Florent Philippot. Okay. Parce qu'il faut sortir de l'Europe. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un leurre. Il a été placé là pour écraser l'extrême gauche. Moi, je suis pas pour l'extrême gauche. Vous voyez ? C'est le contraire même, vous me dites. Moi, je suis le contraire, mais je suis pas d'extrême droite. Je suis un patriote. Vous comprenez ? Et le seul aujourd'hui qui se bat vraiment pour le Frexit, c'est Florian Philippot. Et surtout aussi pour nos libertés. Il y a aussi l'UPR. Ouais, mais non. Donc c'est pas le seul, Philippot. C'est pas le seul, mais... Là, je vois que tous les candidats sont francs-maçons, sauf Marine Le Pen, comme par hasard. Je vois que M. Zemmour, il est là. Pour moi, c'est le Mossad qui l'a parachuté pour enlever des voix au Rassemblement national. Parce que les gens, ils en veulent plus de Macron. Si vous regardez la mère Trogneux, elle a son fils qui travaille dans les sondages. Je ne sais plus quelle organisation, mais ils communiquent entre eux. On lui parachute 20%, mais il ne fera même pas 15%. C'est un vrai patriote, c'est un souverainiste, c'est le... Voilà. Donc toi, tu te considères comme un souverainiste ? Alors je ne sais pas vraiment de politique. Ce qu'ils ont oublié, ces guignols, c'est qu'avec le Corona, il nous a rendu un grand service, le Corona. Triste pour les morts, j'en ai une dans ma famille, mais que Dieu la protège. Mais en même temps, ça a rendu service au pays parce que les gens, ils ont fait une introspection, ils ont regardé dans leur appartement ce qu'ils devenaient, quels revenus ils avaient. Certains ont opté pour aller à la campagne, mais là, ils se font baiser avec le prix du carburant, ils se sont fait baiser. Donc, maintenant, ils vont faire de l'anti-Macron à mort. Parce que pourquoi l'essence est chère ? Pourquoi le blé est cher ? C'est la spéculation. C'est vraiment la famille de Macron, la banque Rothschild, l'organisation de Washington. Je considère que la souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider de sa légitimité. Voilà, c'est tout.
D'accord. Et pour parler de la vaccination, parce que je suis là, le pass vaccinal, dans les pattes de ma tante, il y a 30 morts en 4 mois suite au rappel. Parce que les vieux, ils ont des fièvres de 39, 40, 41 degrés. Et quand vous savez qu'ils ont des comorbidités, c'est déclaré AVC, thrombose. Mais c'est un crime contre l'humanité. Dernier mot sur le pass vaccinal. Qu'est-ce qui est gênant pour toi dans ce projet de pass sanitaire vaccinal? Simplement qu'on n'ait pas le choix. Déjà de se faire vacciner. Le pass vaccinal, c'est une obligation déguisée. Moi, je veux qu'il y ait non seulement une enquête sur les maltraitances, mais je veux une enquête sur les milliers de morts. Au début, quand il n'y avait pas de vaccination, dans ce centre, il y avait 12 morts sur 57. Là, il y en a 30. Posez-vous la question. Ils sont vaccinés avec rappel. Macron, d'ailleurs, doit être jugé, clairement, parce qu'il a créé un désordre public immense. Il a tué des gens. Déjà en interdisant l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un crime massif, parce que c'est un crime massif. Et il voudra aller plus loin en vaccinant les enfants. Heureusement, l'instinct du peuple est là. Des millions de gens, parce que dans les 2-3 ans, il va y avoir des millions de gens dans la rue, et les gens vont se soulever. Les tests PCR, c'est une monstrueuse arnaque. Est-ce que c'est la seule chose que tu reprocherais au président Macron dans son quinquennat? C'est que ça, ou alors il y a d'autres problèmes que tu as pu soulever? On voit bien que d'un point de vue social, très bien, d'un point de vue social, on voit ce qu'il a fait. Alors les petits jeunes, ils vont dans les bars, les cafés, mais il faut boycotter parce que pour un verre de coca, on ne va pas vendre sa vie, mettre sa vie en danger, vous comprenez? La dette publique, il a augmenté la dette publique sur son quinquennat. Les hôpitaux, il a détruit le système hospitalier. Bon, déjà c'est immense, c'est désastreux, son quinquennat est désastreux. C'est un délire, c'est même pas... C'est vous qui délirez. Ah bon, je délire de quoi? Monsieur, enfin... Quoi? Il fallait bien prendre des mesures pour... Mais vous plaisantez, madame. Mais des si mesures pareilles, vous avez des morts dans votre famille, vous? Oui. Eh bien alors, et vous êtes contente? Je parle pas du Covid, moi je parle du rappel. Moi je parle du rappel, alors après vous fermerez votre gueule. Voilà. Mais merci monsieur quand même, bonne journée. Bravo. Merci, bonne journée. Vous voyez, parce qu'à un moment donné... Vous êtes en manifestation aussi, madame? Moi quoi? Vous avez fait la manifestation aussi ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous... Je trouve que c'était extrêmement difficile à gérer. C'est une situation qui s'était jamais présentée. Et donc pour la première fois, avec un jeune président et une équipe de technocrates qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont quand même constitué un comité sanitaire pour savoir quoi faire. Et ils ont suivi peu ou prou les recommandations. Il y a eu quand même beaucoup de moments où Emmanuel Macron lui-même semblait en faire qu'à sa tête, pas malgré les recommandations. Mais les jeunes, c'est des erreurs de jeunesse. Vous et moi aussi, quelquefois, on est insolents. Je ne suis pas président de la République. Oui, moi non plus. Voilà. Mais j'aurais bien aimé remarquer. Ah, oui. Parce que j'aurais fait les choses différemment, mais je suis beaucoup plus âgée. Justement, qu'est-ce que vous aurez fait différemment que le président a pu décider lui, par exemple? J'aurais été plus dans l'empathie. Parce qu'il n'est pas assez pute. Il est trop cash. Donc ça vexe, ça fait de la peine, ça heurte, mais je pense qu'on s'en est pas mal sorti quand même. Hein? La dame est d'accord. Peut-être une dernière question. S'il n'avait pas Attendez une seconde. S'il n'avait pas financé les entreprises, hein, vous seriez tous au chômage. Ouais, je vous en prie, moi quand j'avais pas de travail, je prenais ce que je trouvais. Je disais pas je veux faire ça. Je suis jardinier, je veux travailler dans le jardinage. J'allais chercher du boulot là où il y en avait. Là c'est difficile, c'est vrai qu'il y a Simon de chômeurs. Vous habitez dans le quartier? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'empêche de cette manifestation? En gros, le fait que les gens se mobilisent, viennent de partout en France et manifestent leur avis finalement, leur divergence. D'une manière générale, tout le monde a le droit de manifester. Et comme d'habitude, la limite de chacun s'arrête où commence la liberté des autres. Donc moi, j'ai rien contre les manifestations. En plus, c'est un samedi, donc ça dérange beaucoup moins qu'en semaine. Donc ils ont le droit de manifester. Mais il ne faut pas emmerder les autres, parce que tout le monde ne doit pas être prisonnier de quelques-uns. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes très beau. Merci beaucoup. Moi, je ne peux pas voir, mais vous avez l'air d'être très joli. Non, moi, je suis pas belle. Quelques kilomètres plus à l'ouest, les Champs-Élysées sont le théâtre à la fois absurde et glaçant d'une répression policière particulièrement virulente sur une foule de manifestants sans leader, pacifiques et surtout peu nombreux.
Sous ordre de la préfecture, le métro ne dessert plus le quartier, alors accessible qu'à pied. En arrivant, je croise Marie-Françoise, une manifestante sur le départ. Pourquoi êtes venue aujourd'hui sur les champs ? On a fait le convoi. Et c'était prévu qu'on vienne sur les champs, montrer à Macron qu'on n'était pas content. Et après qu'on reparte sur Lille et Bruxelles. Du coup, vous avez fait tout ce chemin, mais pourquoi ? Vous n'êtes pas contente de quoi en fait ? Déjà qu'il faut un pass pour des endroits où je ne comprends pas, alors que dans le métro, là, on était entassés les uns sur les autres, on n'a pas besoin. Se faire vacciner, ils nous emmerdent si on ne se fait pas vacciner, alors qu'on peut attraper la maladie même en étant vacciné. Le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix des loyers, les salaires, ça par contre, on n'en parle pas. Il ne doit pas savoir comment ça marche. Et le choix, parce qu'il y a eu 5 départs de manifestations dans Paris aujourd'hui, le choix des champs tout près de l'Elysée, quel est le sens pour vous ? Montrer qu'ils voyaient bien qu'on était là, parce qu'ils nous avaient interdit les champs surtout. Il nous a dit interdit de venir sur les champs. Non mais attends, interdit. Fallait nous laisser passer, on n'aurait pas fait de dégâts. En fait, c'est l'interdiction finalement ou l'obligation, c'est ça qui vous gêne ? Oui, voilà, c'est ça. Ils nous laissaient passer, on n'aurait pas fait de dégâts, on aurait juste klaxonné. Alors, on est venu de Rennes, la seule chose qu'on faisait, c'est rouler à 40 km/h en klaxonnant. Les gens étaient au bord de la route, il n'y a eu aucun dégât. Et par dégâts, là, vous dites qu'on n'aurait pas fait, il y a eu des dégâts ? Quels dégâts Là, il y a eu des gaz lancés, donc des trucs comme ça, c'est aberrant. Ah non, c'est la police, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est montrer encore une image des manifestants, parce que c'est eux, ils vont dire que c'est à cause des manifestants. C'est encore les méchants manifestants qui ont empêché les gentils promeneurs d'aller sur les Champs-Élysées. Alors que nous, on serait passé en klaxonnant, les gens nous auraient fait coucou et on aurait été contents. Et là, du coup, vous repartez avec quel sentiment ? La colère. Encore plus. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir la milice allemande, là. En effet, il y avait tout autour de nous une très forte présence policière. Depuis les Gilets jaunes, tout rassemblement est strictement interdit dans cette partie de la ville, véritable point chaud où se concentrent la plupart des ministères, le palais de l'Elysée et nombre d'institutions de pouvoir politique, économique et médiatique bourgeoises. Dans tous les sens. Avec cette lecture factuelle du quartier, où vivent naturellement les individus en lien avec ces cercles sociaux dominants, comme on le voit sur cette carte du monde diplomatique, on comprend alors aisément le déploiement extraordinaire de forces de l'ordre. Ce qui n'a en rien découragé les manifestantes et manifestants présents qui, sans dégrader l'espace public, ni même une vitrine, souhaitaient occuper l'endroit symboliquement le plus longtemps possible, comme pour faire comprendre au pouvoir, en venant directement sous ses fenêtres, qu'ils entendent se faire respecter bien au-delà du cadre institutionnel des élections. Comme vous l'avez vu, il est bien difficile, voire impossible, de dresser le portrait robot d'un manifestant anti-pass type. Les profils sont extrêmement variés, tout comme les sensibilités politiques, à l'instar des motivations, des attentes et des modes d'action de chacun. L'aspect insaisissable de ce mouvement populaire complexe, qui ressemble un petit peu aux Gilets jaunes du début en 2018, a dû causer des surfroides au gouvernement. Le préfet de Paris, Didier Lallement, ayant déployé 7200 policiers sur Paris samedi, et surtout une violence physique extraordinaire sur une majorité de manifestants pacifiques qui, selon moi, traduit une certaine panique du gouvernement en place. Une panique et surtout une volonté d'écraser toute contestation. Cette dernière qui, en plus, n'a absolument pas l'intention de limiter son expression démocratique aux seules urnes. Néanmoins, avec tous les témoignages recueillis dans cette vidéo, je pense qu'on peut se faire une idée assez fidèle, une lecture assez large de ce mouvement populaire qui, sans aucun doute, pèsera dans le scrutin d'avril qui devra choisir la ou le prochain président de la République française. Pour preuve, la levée du pass vaccinal prévue par le gouvernement macroniste quelques jours avant le premier tour n'est sans doute pas un heureux hasard. Voilà, c'est la fin du second épisode de 2022, merci de l'avoir suivi. C'est le moment pour moi de vous inviter maintenant à vous exprimer en commentaire, à laisser des pouces vers le haut pour nous soutenir, mais aussi à vous abonner sur YouTube. Et si vous en avez les moyens, à vous abonner directement sur lemediatv.fr pour soutenir activement nos productions libres et indépendantes des puissances financières et politiques qui dominent une bonne partie du paysage médiatique français. Quant à moi, je vous remercie de votre confiance et de votre bienveillance. À bientôt sur Le Média, dans la rue et ailleurs. Ciao.